Salut, bienvenue dans l'émission You Will Never Walk Alone. C'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de me rendre au domicile du guitariste-chanteur Va-Nu-Pieds. Du métro à la scène, l'artiste va nous raconter tout son parcours. Il nous dévoilera également le secret du titre Rockadawn qu'il a fait décoller. Vous étiez plus de 78 millions de personnes à l'avoir visionné sur YouTube. Et dans cette émission, nous aurons le plaisir de découvrir un nouvel extrait de son prochain album. Vous êtes sur YB Voice et je vous souhaite une bonne écoute. YB Voice. Bonjour Va-Nu-Pieds, Salut, comment ça va ? super. Merci de m'accueillir chez toi, dans ta Avec grand cuisine. plaisir, merci à toi. Ouais, on est dans la cuisine salon, quoi. C'est un mélange. Et en dessous, il y a le studio, Et en dessous, il y a le studio. donc tu fais tout de chez toi, c'est ça ? C'est ça, 100%, la musique, le graphisme, les vidéos, tout ce que je fais, je le sors d'ici. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, déjà merci à toi d'être venu, parce que j'habite pas dans un endroit simple, il faut faire un petit trajet pour venir. Donc ça c'est cool déjà. Donc moi je m'appelle Va-Nu-Pieds, je suis musicien, chanteur, je fais principalement de la guitare et je chante sur scène, mais quand je fais de la prod, je peux jouer pas mal d'instruments chez moi. Et puis ça fait une vingtaine d'années que je fais ça à peu près tous les jours. Et j'ai passé presque 15 ans dans le métro et dans la rue pour faire mes concerts. J'avais pas vraiment de concerts. Je jouais comme ça pour les gens gratuitement dans la rue. Et c'est comme ça que je me suis un peu fait connaître, quoi. Jusqu'à présent, ton plus gros succès, c'est le feat avec Lil Diop, Ouais. tourné justement dans le métro. Ce clip, il a fait plus de 78 millions de vues sur YouTube pour le titre Rockadawn. Yes. Ma première question sur le succès de ce titre, qu'est-ce que ça veut dire Rockadawn ? Parce que alors, j'ai cherché la définition de ce mot, j'ai pas de définition correcte. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien que t'aies cherché. Il y a plein de gens qui cherchent pas, tu vois. Et moi, je trouve ça cool quand les gens cherchent. Rockadawn, c'est pas un mot qui existe en fait. C'est un néologisme, c'est un nouveau mot inventé. Ça peut m'arriver de temps en temps, mais c'est assez rare. Et c'est surtout assez rare que ce soit un titre, vraiment que, tu vois, que le mot en question soit aussi le titre du morceau, et que ce soit en plus un morceau hyper connu et tout. Ça m'arrive pas beaucoup d'être dans ce genre de config. Mais j'avais pas prévu ça, et en fait, je cherchais un truc, tu vois, dans la musique, il y a vraiment... Pour moi, ce qui est intéressant dans les chansons, c'est de réussir à mélanger le sens, la forme et le fond en fait de chaque truc, et de réussir à en faire un truc super, que le fond et la forme soient super. Et donc la forme, elle n'est pas du tout à négliger dans la musique, forcément, c'est quelque chose qu'on entend, donc c'est la forme qui nous attrape au départ. Et donc moi, c'est toujours hyper important pour moi de trouver la forme idéale, quoi, tu vois. Et donc ce morceau-là, j'arrivais sur le refrain, j'étais en train d'écrire le refrain. Et j'avais ce mot-là dans la tête, mais il voulait pas dire grand-chose, mais je me disais, il faut que ça sonne comme ça, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai écrit toute la chanson par rapport à ce mot-là, en fait. Et comment je l'ai entendu dans ma tête, c'est... en anglais, il y a une expression qui dit « to rock something ». To rock something, tu déchires ce truc-là, tu vois. Genre... rock it, ça va être défonce-moi ça, tu vois. On va dire ça à un mec qui fait de la musique ou un gars qui fait des représentations, tu vois, ça peut être n'importe quoi, des happenings ou des trucs comme ça. On va dire rock it, tu vois, défonce tout. Et en fait, cette chanson, elle s'adresse à une fille qui était un peu dans un truc compliqué dans sa vie. Et du coup, là, donc c'est Rockadawn, c'est
the thing that rocks you down. C'est ce qui en fait, au lieu de te lever, te met par terre, en fait, tu vois. C'est tes démons, en fait, tu vois. Rock down, tu vois. Et donc je dis face your rock down, c'est fais face à tes démons et puis bats-toi, lève la tête, c'est ça. Donc j'ai inventé ce mot-là pour dire ce truc-là, parce que y a pas de mot qui existe en anglais pour dire ça comme ça. Donc voilà. Alors effectivement, j'ai quand même traduit aussi un peu la chanson. Quand j'ai fait mes recherches, donc comme tu le dis, tu parles d'une fille comme si tu t'adressais, comme si tu connaissais cette personne. Est-ce que c'est une personne de ton entourage ? Alors c'est pas dans mon entourage, mais je la connais, ouais. Ah oui, c'est une vraie histoire. Tout ce que j'écris, c'est vrai. C'est des trucs que je vis au quotidien. Et cette histoire, elle est un peu, elle est assez importante dans ma vie en fait. C'était un moment assez compliqué pour moi et j'étais à un concert, c'était tout au début de ma carrière, un petit concert dans le sud de la France, sud-ouest de la France. Il y avait, je sais pas, peut-être 40 personnes devant moi et j'étais sur le sol en fait. Il n'y avait pas de scène, tu vois, donc je voyais les gens, ils étaient face à moi. À taille humaine. Ouais, tu vois, j'avais tout le monde en face de moi, les yeux en face et tout. C'était assez déstabilisant. Et puis moi j'étais vachement concentré parce que c'était un de mes premiers concerts devant des gens et première tournée et tout, donc j'avais trop les boules de me planter. Et en fait au milieu du concert à peu près, il y a une fille hyper belle, mais vraiment sublime comme rarement j'en avais vu dans ma vie, qui s'est pointée juste devant moi et qui s'est mis devant le pied de micro, mais du coup vu qu'on était tous par terre, elle était vraiment devant moi, donc elle avait les yeux dans mes yeux à, je sais pas, 30 cm de ma tronche. Et du coup c'était hyper déstabilisant, je commençais à faire des conneries et tout. Et puis j'avais trop envie de la connaître, donc à la fin du concert je suis allé la voir, je parlais avec elle, et on s'est super bien entendu. On a décidé de se voir un peu, de passer du temps ensemble et tout. Et en fait je me suis rendu compte que cette fille elle était vraiment exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Non seulement elle était très belle, mais en plus elle faisait de la mécanique pour tous ses copains, elle réparait leurs camions, elle était couturière pour Chanel, mannequin pour Chanel, elle avait sa petite baraque dans la campagne, elle faisait son propre potager, toute sa bouffe elle-même, ses fringues elle-même, il y avait sa sœur qui était chez elle, qui venait de sortir de cure de désintox, elle s'occupait de son gamin aussi, du gamin de sa sœur. Elle lui faisait les crèmes elle-même bio avec ce qu'elle faisait dans son jardin. Non mais c'était fou. C'est-à-dire qu'elle avait une aptitude pour tout, c'était dingue. Et puis tout était hyper bien fait. Chaque fois qu'elle faisait des sapes, t'as l'impression qu'elle a acheté ça dans le sentier à Paris. Tout était très très bien, quoi. Sa bouffe était très bonne. Elle réparait mieux les camions que tous les gars qui étaient autour. C'était fou cette fille-là. Et du coup, donc moi j'ai halluciné sur elle. On a passé, je sais pas, une semaine ensemble. Et à chaque fois que je découvrais un peu des trucs sur elle, je me disais mais c'est incroyable ce que tu sais faire, quoi. Et en fait, ce que je savais pas et ce que j'aurais jamais imaginé chez une meuf comme ça, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle avait vraiment une image d'elle toute pourrie, quoi. Elle pensait qu'elle était capable de rien faire, que c'était une beauf. Elle me sortait des trucs incroyables, genre non mais moi j'ai pas d'éducation, moi y a personne que j'intéresse, que des trucs de ouf, alors que moi j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi doué, d'aussi belle. Je me disais mais c'est pas possible d'avoir cette vision là. Et en fait un soir on a discuté, il y avait ses amis autour et tout, puis j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des trucs qui allaient pas, que les gens la regardaient pas comme elle était vraiment. Tout le monde essayait de la rabaisser en fait depuis qu'elle était toute petite. On a vachement discuté de ça, on s'est plutôt engueulé et tout, ça a été assez violent comme truc. Et puis je dis mais casse-toi d'ici en fait. Qu'est-ce que tu fous là, paumé au milieu de la France? Autour de toi t'as que des boulets, des gens qui arrêtent pas de te tirer dessus, de te demander plein de trucs, des sous, de l'aide, de machin. Et puis en fait toi, tu fais rien pour toi, quoi, tu vois. Tu devrais monter ta marque de fringues, t'es trop doué, tu devrais faire ça, là. Et puis elle s'est plutôt énervée en fait, elle a pas kiffé trop le truc. Elle me dit en gros tu te prends pour qui, t'arrives comme ça dans ma vie, puis tu commences à me dire ce que je dois faire, là. Moi je lui dis mais c'est juste pour toi en fait, j'hallucine, ça me rend juste trop triste, quoi. Et puis au bout d'une semaine, je me suis barré. Et en fait non, c'est pendant cette semaine-là que après cette engueulade, elle s'est barrée. En fait elle m'a laissé tout seul pendant une journée. Et parce qu'elle était énervée, tu vois. Et moi je suis resté, on était dans une baraque dans la forêt et tout, et je suis resté dans la baraque, il y avait rien, j'avais pas de bagnole, je pouvais pas me casser, j'étais bloqué dans la forêt avec une petite rivière à côté, j'avais de quoi bouffer et tout, mais genre je pouvais pas bouger, tu vois. Et j'avais ma gratte et je me suis dit je vais lui écrire un truc. Et elle était fan de Poupa Jim, je sais pas si tu connais Poupa Jim.
Attends, est-ce que je connais une chanson de Lila Parker vite fait? J'ai pas dans la tête, mais ça déchire. Si vous connaissez pas Poupa Jim, faut aller écouter Poupa Jim. Moi, je suis grand fan de quelques titres. En fait, il a fait quelques titres vraiment exceptionnels. Et il a la particularité de faire des morceaux reggae, mais très minimalistes, avec pas grand chose dedans. Tu vois, genre juste un beat et puis un skank, quoi, tu vois. Tchink, tchink, pounk, pounk, pounk. Et un truc comme ça, tu vois, et puis une belle base dessus, puis après il chante des toutes petites mélodies, c'est hyper beau. Et il y a quelque chose de très enfantin dans Poupa Jim, et je me suis dit, je vais lui faire un titre un peu Poupa Jim, parce qu'elle adorait, un truc assez enfantin, reggae, assez minimaliste et tout. Et donc j'ai fait ça le matin, quoi. Elle est arrivée, je sais pas, à 16 heures. Puis je lui ai joué, elle m'a dit, ouais, il est cool le morceau et tout. Puis voilà, fin de semaine, je me suis barré. On s'est revu une fois, je sais pas, 1 an après, en fait. Et puis elle avait complètement changé sa vie. Elle avait monté sa marque de fringues, elle était entre l'Inde et Paris pour Finalement, faire ses elle t'a fringues. écouté. Elle a plutôt écouté le truc, en fait. Je pense que ça lui a mis ça l'a réveillé un petit peu, tu vois. Et puis voilà, après je l'ai plus revue en fait. J'ai essayé de la joindre il y a genre 2 ans, ouais, pour faire des fringues d'ailleurs. Et j'ai pas réussi à la joindre en fait, donc je sais même plus où elle est, je sais pas ce qu'elle fait et tout. Mais voilà, je pense que de là où elle doit voir que sa chanson elle cartonne et j'imagine qu'elle est contente en fait. Comme quoi, en fait, le mythe du musicien guitariste qui emballe, ça marche toujours. Ouais, en vrai, bien sûr. Non, c'est sûr. Moi, je crois que j'ai fait de la musique pour ça à la base. Pour séduire ? Ouais, quand j'ai commencé la gratte, tu vois, j'avais, je sais pas, 10-12 ans. Moi, j'étais pas un mec très populaire au collège. En primaire. Ouais. Non, en primaire, je me rappelle, il y avait des mecs qui avaient des amoureuses et depuis, moi, j'en avais pas. J'avais que j'étais toujours le copain, tu vois, le meilleur ami, ce genre de truc. Et puis, chaque fois, ils étaient amoureuses des autres, tu vois. Et ça me saoulait de ouf. Et donc, il y avait tout ce truc-là. Quand je suis arrivé au collège, j'étais pas à l'aise avec ça. J'étais toujours amoureux des plus belles filles du collège. Il y avait toujours ce truc-là et c'était un truc compliqué pour moi à gérer. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que, je sais pas à quel âge, mais vers ça, tu vois, entre 9 et 12 ans, quoi. Je me suis rendu compte que la gratte, ça marchait bien avec les meufs, tu vois. Que les guitaristes, ils avaient toujours plein de meufs devant elles, tu vois, devant eux sur les concerts et tout. Et ça la rendait ouf, les meufs et tout. Donc moi, je me disais, putain, c'est pas mal. J'ai commencé à faire des reprises de love song un peu, tu vois. Cat Stevens... La 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 la. Ouais, ce genre de truc. C'était quoi? Non, c'était Father and Son, le truc que je jouais de Cat Stevens. Il y avait Dock of the Bay, tu vois. Ouais. Des choses comme ça, en fait. Très faciles Lover, et quoi. très lover et très connues par tout le monde. Et du coup, je faisais des concerts dans la cour de l'école. Et c'était mon plan de drague, tu vois. Je faisais un petit concert le midi. Il y avait quelques filles qui s'arrêtaient. Et puis après l'après-midi, je continuais le travail, tu vois. Après la guitare, tu vois. Et c'était un peu ça. Et du coup, je crois que je me suis... C'est un mélange, en fait. Tu vois. Je dis que je m'y suis mis à cause de ça, mais j'étais passionné chez moi, je jouais beaucoup, et puis je me suis rendu compte que ce truc-là, ça pouvait me servir aussi pour ça. Donc du coup, voilà. Et ça n'a jamais changé, hein, tu vois. Depuis que j'ai commencé à jouer de la gratte au collège, dans la cour et tout, jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est un truc qui plaît pas mal aux filles. Et en plus de la gratte, parce que t'as quand même une voix assez particulière, quand même, qui se comment dire, quand on t'entend chanter, on sait que c'est toi, quoi. T'as une voix un peu rocailleuse, cassée, tu vois. Est-ce que tu l'as su dès le début que t'avais une voix faite pour la musique, ou c'est vraiment un peu plus tardivement que tu t'en es aperçu? Alors non, je chantais pas du tout bien. Enfin, je trouvais pas, j'aimais pas du tout ma voix quand j'étais au collège et au lycée. D'ailleurs, je chantais pas exactement comme ça. C'est vraiment dans le métro que ce truc-là, il est sorti. Quand j'ai dû en fait forcer, pousser pour me faire entendre et tout, là ça a commencé à sortir et j'ai commencé à travailler vraiment le son de ma voix. C'est pas un truc que je faisais avant, tu vois. Je chantais un peu comme je pouvais. Et puis d'ailleurs, il y a plein de gens à qui ça plaisait pas, je m'en prenais plein la gueule au collège, au lycée. Et puis après, quand j'ai cette voix qui est sortie, moi j'ai mon père et mon grand-père qui étaient chanteurs. Et ils chantaient comme ça. Et en fait, ce que je comprenais pas, moi, tout mon collège et mon lycée, c'est que je disais à mon père, mais pourquoi j'ai pas la même voix que vous, tu vois? Pourquoi j'ai pas la même voix que toi et que papy, quoi? Parce qu'ils avaient cette voix un peu cassée et tout, puis je comprenais pas pourquoi je pouvais. Et je rêvais de chanter comme eux, en fait, tu vois, d'avoir cette voix-là. J'adorais comment chantait mon père. Et puis
Et puis quand ça a commencé à arriver dans le métro, je me suis dit, ah ok, en fait, juste je chantais pas assez, je chantais pas comme il fallait. Et donc là, ça sortait pas assez des tripes. Ouais, et là c'est sorti et donc ça a donné ça. C'est pas un truc qui a plu au départ, c'était complètement l'inverse. Il y a des gens qui s'arrêtaient dans le métro et qui me disaient, mais t'as un problème à ta voix en fait, faut que tu fasses un truc. Ah ouais, les gens t'arrêtaient. Ah de ouf. Ouais, c'est horrible ça. Ah, c'était terrible. Mais je laisse tomber. Ils me disaient on dirait que t'es malade, on dirait que tu vas crever et tout. Je m'en prenais plein la gueule. Les vidéos que je mettais en ligne, si tu regardes les premiers commentaires sur Rockdown et tout, tu vas voir, il y a des trucs comme ça en fait. Au départ, je vais aller remonter sur tout les ça. tout premiers commentaires, tu vas voir des trucs comme ça. Il y a des mecs qui disent ouais, c'est bon, va te soigner, tu vois, des trucs incroyables quoi. Et moi je trouvais que c'était un problème. Tu vois, je me disais merde, pourquoi je chante comme ça en même temps, je sais pas faire autrement, donc on continue, tu vois. Et puis j'avais quelques retours positifs, et en fait, au fur et à mesure, ça a complètement changé, et c'est devenu un atout, alors que c'était un vrai défaut au départ, tu vois. Vraiment, pour moi, c'était pas je trouvais pas qu'elle était très belle, ma voix, et j'essayais de faire en sorte qu'elle soit plus propre, moins cassée et tout, tu vois. Donc je faisais des efforts pour ça, quoi, tu vois. Et en fait, non, tu vois, dès que t'as un truc à toi, et que c'est différent des autres, en fait, t'en prends plein la gueule au départ parce que c'est ça, c'est différent. Quand c'est différent, quand c'est nouveau, les gens sont pas habitués, pas tout de suite. Tu prends un truc, voilà, puis après ça devient ta force en fait. À chaque fois, je me rends compte de ça, tu vois, en regardant les histoires des gens et tout. À chaque fois, le truc qui fait que t'es différent des autres, au départ, ça te fout la merde et après, t'es content de l'avoir. Donc, moi, c'est ça aujourd'hui. Je suis hyper content d'avoir cette voix et parce que justement, comme tu dis, dès que je me mets à chanter, les gens ils savent que c'est moi. De loin quoi, tu vois, donc c'est super cool. Quand t'as sorti Rockdown, tu t'attendais pas à un tel succès? Alors pas du tout, tu vois. Rockdown, la vidéo à la base c'était juste une vidéo souvenir pour moi, parce que j'en avais marre d'avoir les gens qui filmaient, enfin ça me dérangeait pas qu'ils filment, mais sur internet il y avait que des vidéos de moi dans le métro où il y avait un petit bout de couplet, un petit bout de refrain filmé avec un téléphone, avec un son pourri. Et je me disais, putain, c'est con quand même, parce que 100% du temps, je suis dans le métro, donc ça serait bien qu'il y ait un truc qui montre bien de ce qui se passe dans le métro, quoi. Tu vois, que j'ai un joli son, avec une belle image et tout. Et donc, j'ai appelé des petits jeunes avec qui je faisais, pour qui j'avais fait un truc, une école de cinéma, je sais pas, j'avais fait une interview pour eux ou un truc comme ça. Et puis, ils m'avaient dit, si t'as besoin un jour, n'hésite pas à nous demander et tout. Et du coup, je les ai appelés, j'ai dit si vous n'avez pas 2-3 caméramans qui sont chauds pour venir filmer dans le métro. J'ai appelé Flox, qui est mon producteur avec qui je travaille tous mes sons. Je lui ai dit, ça te dit pas de venir enregistrer cette session-là, tu vois, audio, quoi, pour avoir un bon son. Et puis, donc tout le monde est venu. J'ai galéré pendant des mois pour avoir les autorisations pour faire une seule session filmée, en fait, parce que dans le métro, c'est vraiment, c'est pas autorisé. Ah ouais, c'est cadré. Ouais, c'est hyper réglementé. Déjà, c'est pas autorisé. En fait, c'est non, tu vois. Au début, c'était non. Puis après, je suis allé voir les gens, ça faisait déjà 10 ans que moi, je jouais dans le métro, donc tous les gens de la RATP qui se chargent de ça, je les connais un petit peu. Donc j'ai vraiment demandé à tout le monde de m'aider, tout nanana. Ça a pris vraiment du temps. Et finalement, ils ont dû même venir eux-mêmes sur la session pour sécuriser et tout. Donc il y avait 3-4 agents RATP autour qui étaient là pendant tout le moment où on était là. Et puis, donc on a fait, je sais pas, 3 heures de session, tu vois. Et j'ai dit aux gens que je faisais ce truc-là. Donc il y a pas mal de gens qui sont venus et qui sont restés là pendant les 3 heures. Et puis une fois que j'avais fait genre 3-4 fois les mêmes morceaux, tu vois, je dis bon voilà, je vais faire un dernier morceau, merci à tous et tout. Puis dans le public, il y a Lyd Diop. Et Lyd Diop, moi je l'ai vu 1 ou 2 fois sur des festivals, on s'est croisés en fait. Plus que vraiment parler, on s'est juste croisés. Mais je l'ai vu improviser sur des petits grooves reggae et tout, et je trouvais ça vraiment. Et là, c'était mortel. de l'impro qu'il a fait? Et bah ouais. Et en fait, là, il est venu. Moi, je te dis, on s'était parlé 2 fois, mais vite fait. Genre, salut, c'est cool ce que tu fais et tout, c'est tout. Et là, il me fait un petit signe. Il me dit, je peux me pointer et tout. Je dis, bah vas-y, viens. Et donc, il est venu. Il avait jamais joué le morceau. Et moi, j'avais jamais joué le morceau avec lui. Et donc, il a improvisé un truc comme ça sur place. Même sur le moment, je me suis pas rendu compte que c'était cool. Tu vois, on a fait le truc, on a fini et tout. Puis, voilà, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, bon, allez, je vais monter ça et tout. Puis je commence à tout regarder. Puis je regarde la dernière vidéo. Je me dis, non, mais je vais mettre que ça en fait, parce que c'est vraiment trop cool. Le reste, c'est sympa, mais là, il se passe un vrai truc. Donc, vas-y. Il y a un vrai moment, quoi. Ouais. Donc, je vais monter ça et tout. Et puis, il y a plein de gens en plus autour de moi qui me disaient, mais t'es sûr que tu veux mettre ce truc? Parce que, quand même, Lyd Diop, il chante plus que toi et tout. Je dis, bah ouais, mais c'est pas grave, je m'en fous. Tu vois, en termes de temps. Et il me dit, là, quand même, il passe vachement de temps. Je lui dis, ouais, mais c'est pas grave, le moment est trop cool. Donc, autant tout mettre, quoi, c'est super et tout.
Et je m'attendais pas du tout à ça. C'était vraiment juste, tu vois, un petit clin d'œil, genre, tenez, les gens qui me voient dans le métro, ben voilà, je vous fais un petit cadeau pour que vous ayez un souvenir, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. C'est ouf parce qu'on se rend pas compte justement que t'as dû demander des autorisations pour pouvoir filmer, pour pouvoir faire ta session. Et en plus, l'Idiop qui vient faire une impro, en plus ça fait une alchimie mais parfaite, quoi. Ça marche hyper bien. Ouais. Sa voix aussi, elle est énorme. Quand il change de ton, entre le couplet et le refrain, c'est fou. C'est ouf. Et je peux même te dire que moi, il n'y a pas un moment où j'ai écouté l'Idiop chanter sur d'autres trucs où je préfère que ça, quoi. Je trouve que là, de tout ce qu'il a fait, ce que j'ai entendu de lui, je trouve que c'est le meilleur truc qu'il a jamais fait. Sa façon de faire le truc, comment il est dedans, l'énergie qu'il balance, les sourires et tout, c'est incroyable. Franchement, ce qu'il a fait, c'est fou. Donc ouais, non, moi j'aurais jamais cru que ça cartonne comme ça et je suis très content que ce soit ce truc-là qui est cartonné, tu vois. YB Voice. Va-nu-pied, donc si aujourd'hui on se rencontre, c'est pour parler de ton parcours. Okay. Et il se résume pas non plus qu'à un seul titre, bien évidemment. Non, c'est sûr. Et moi j'ai besoin de savoir, et les auditeurs aussi ont besoin de savoir, qu'est-ce que tu faisais avant la musique ? Avant de faire de la musique, j'ai fait plein de boulot. Avant d'en vivre, parce que je sais que t'en as toujours fait. J'ai toujours joué de la zik, mais je savais pas trop quoi faire. En fait, la musique c'était vraiment un truc... c'était une vraie passion, j'avais ça dans la tête tous les jours. Je me rappelle, je rêvais même de comment jouer certains morceaux pour le lendemain, tu vois. Donc avant de me coucher le soir, je pensais à ça et tout. Mais c'était tellement pris à la légère par tout le monde autour de moi, et mes amis, et mes parents, et je sais pas, tu vois, tous les adultes qu'il y avait, que c'était pas sérieux dans ma tête, tu vois. C'était plutôt par rapport classique de tous les artistes en vrai. Bah, moi je me disais, j'y croyais pas vraiment, tu vois, de pouvoir faire ce métier-là. Pour moi c'était... Tu m'aurais dit tu vas gagner l'auto, c'était pareil, tu vois. Il y a autant de possibilités, tu vois. Donc c'était vraiment pas sérieux dans ma tête. Je me disais, il y avait un truc qui me disait qu'il y a que ça que je pouvais faire dans ma vie. Et puis toute la vie me disait l'inverse, quoi. Me disait non, en fait, tu peux pas faire ça. Tu vas galérer, tu auras pas d'argent, tu vas en chier dans ta vie. Ça va être relou, quoi. Et donc j'avais commencé à faire. Moi j'ai commencé dans la pub. À 19 ans, quoi. J'ai pas eu mon bac. Mes parents c'était un deal entre nous. Ils m'avaient dit, si on te laisse tranquille, si t'as pas ton bac, tu te démerdes, tu te barres et tu te débrouilles, quoi. Tu vois. Si t'as ton bac, tu restes là à la maison, on s'occupe de toi, tu vas à la fac et tout. Mais si t'as pas ton bac, aucune raison de continuer à te garder et de payer tout pour toi alors que tu fous rien. Donc voilà, si t'as pas ton bac, tu dégages, tu te débrouilles. Et moi j'avais dit ok, tu vois, on était ok là-dessus, quoi. Et je pensais que j'allais peut-être avoir le bac par chance, tu vois, coup de chance, un truc comme ça, tu vois. Et pas du tout, parce que je foutais rien, mais vraiment rien du tout. C'était quoi comme bac ? C'était un bac... j'ai commencé un terminal S et au milieu de l'année, j'ai changé, je suis allé en L. Non mais j'ai fait n'importe quoi dans ma vie d'étudiant, enfin tu vois, d'école, quoi. C'était pas du tout un truc qui était fait pour moi. Et là, je me suis barré, je me suis retrouvé à Paris, je savais pas quoi faire. J'ai fait plein de petits boulots, j'ai fait de la plonge dans des restos, j'ai même été géomètre à un moment, parce que j'ai un pote qui avait besoin de ça, et du coup il me payait pour faire des mesures avec lui, tu vois. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai travaillé pour des salons du jouet, j'ai fait vraiment plein de trucs. Et puis j'ai trouvé un contrat de qualif dans une agence de pub pour faire du graphisme. Et moi le graphisme, je savais même pas ce que c'était, je savais pas où allumer un ordi, enfin vraiment, j'avais jamais touché à un ordi de ma vie. Et je suis rentré dans cette école, je me suis fait prendre par une agence de pub, pas terrible à la base. C'est une grosse agence, mais on faisait des trucs pas géniaux, genre c'est des trucs pharmaceutiques. On bossait pour des labos, en fait, tu vois. Je faisais, je sais pas, les paquets des Doliprane, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, c'était pas hyper intéressant, mais en termes de graphisme. Mais moi, je m'en foutais parce que le graphisme, c'était pas du tout une passion. C'était plutôt, je trouve, un boulot pour vivre, quoi, par tu besoin, vois. Ouais. Et en fait, je suis tombé sur une équipe géniale et un directeur de création incroyable qui s'appelle Willy Diamant et qui m'a complètement ouvert la tête, quoi. Il m'a dit un truc dont je me souviendrai toute ma vie et je me suis servi de ça comme règle ultime pour toute ma vie. Parce que moi je disais mais je sais pas ce que je veux faire, j'ai envie de faire de la musique, des films, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire du dessin, et il me dit écoute, franchement, la vie, balance plein de bouteilles à la mer, tout ce que tu peux, et puis tu verras bien ce qui revient.
tu sais jamais ce qui va revenir et tu sais pas comment et tout. Donc fais ton max, tu balances et puis tu vois ce qui marche et ce qui revient vers toi et tout. Et donc j'ai fait que ça et je pense que c'est beaucoup grâce à lui que du coup j'ai osé faire de la musique en fait, tu vois, parce que s'il avait pas été là, qu'il m'avait pas sécurisé à ce niveau-là dans ma tête en me disant c'est bon, tu peux avoir des idées, tu peux t'amuser, tu peux tout ça et ça va marcher, j'aurais jamais osé faire ça. Mais il faut quand même, faut quand même avoir du courage quand même de se dire, bah du coup je vais un peu, bah essayer de réaliser mes rêves et de se dire là, bah par exemple, là on va en revenir là-dessus, c'est t'arrives dans le métro, là tu te mets vraiment à jouer de la musique et tu me disais que tout à l'heure, bah, les gens pouvaient être ingrats. En fait, ils sont naturels. Ouais, Les gens, ils en ont rien à c'est foutre. vraiment leur authenticité. Si ça leur plaît, ça leur plaît, ça leur plaît pas, ils te le disent sans aucun problème, ou ils se barrent, ou enfin ils te crachent dessus, enfin il y a vraiment de tout quoi, donc ouais. Finalement, le métro, ça t'a forgé. Enfin, Bah, ça t'a permis en fait de te confronter à un public. Je sais même pas comment on pourrait le qualifier. Je dirais, ouais, authentique, sans filtre. Ouais, Et puis même humainement, hein, même, donc au niveau de la musique c'est une bonne école, mais au niveau de l'humain, tu vois, de ce que tu prends sur toi, l'humilité que tu peux avoir face aux autres, toutes ces choses-là, ça m'a vachement appris de choses, quoi, tu vois, la peur que tu peux avoir des autres, tu vois, parce que bah, dans le monde il y a plein de gens qui te font flipper, quoi, tu vois, en vrai. Tu comprends pas, moi il y a des fous, tu vois, dans le métro, il y en a plein. Des mecs complètement bourrés, des bandes de KRA, tout ce que tu veux en fait. Il y a tout ce qu'il y a de plus violent, c'est là. Tu vois. Et en fait, moi j'étais plutôt élevé dans une famille, tout était doux, tout était gentil, bah ouais, tu vois. Et je suis arrivé à Paris, je sais que j'ai pris une baffe monumentale et que j'ai commencé à avoir peur de plein de choses. Et le métro, ça m'a vraiment arrêté plein de peurs chez moi, quoi, tu vois. Ça t'en gardes un bon souvenir de cette période? Ah, c'est difficile à dire, franchement, c'est très difficile parce qu'il y a des bons moments, des super moments vraiment exceptionnels. Régulièrement, quand ça se passait bien dans le métro, parce que ça peut ne pas bien se passer, mais quand ça se passait bien, je rentrais chez moi léger, comme si tu sors de la piscine, tu vois, t'as fait 2 heures de piscine, t'es un peu défoncé, et en même temps t'es heureux et tout, il y a un truc comme ça. Et le sentiment de faire quelque chose de ta vie, tu vois, tu rentres, t'as un petit peu de sous, il y a des gens qui t'ont laissé des mots, pour te dire que c'était cool, il y a des petites meufs qui t'ont fait des sourires et tout, tu rentres chez toi, t'es vraiment dans une énergie super cool, donc ça c'est réel. Après c'est la guerre tous les jours, tu vois, donc c'est vraiment entre le moment où tu pars de chez toi avec tout le matos, faut déjà porter je sais pas 35 kilos de matos, taper des marches, des galères et tout pour arriver jusqu'à l'endroit, tu te fais régulièrement virer par les keufs parce qu'il y a trop de monde devant toi, même si tu as une autorisation en fait, ils s'en foutent. Ah ouais? Ouais, si tu déranges quelqu'un, salut, tu vois. Excusez-nous de donner du bonheur aux gens, c'est ça? C'est c'est horrible, c'est en vrai d'un point de vue humain. C'est hyper dur, la France c'est hyper dur pour ça, c'est un pays où c'est interdit de jouer dans la rue alors que c'est un des pays qui met la culture le plus en avant, tu vois, donc c'est vraiment étrange. Mais du point de vue des autorités et de la majorité du public, on va dire, un mec qui joue dans la rue, c'est relou, tu vois. Ça fait du bruit, ça amène une population autour de lui, ça fait des attroupements, c'est relou, ça fait chier. Donc, régulièrement, les agents RATP ou les flics ou tout ça me viraient, quoi. Et il y en avait pas mal qui étaient cool quand même, tu vois, qui m'aimaient bien et qui me mettaient bien, tu vois, et qui étaient vraiment sympas. Mais du coup, tous les jours, il fallait forcément que je me batte avec quelqu'un. Soit c'était un flic, soit c'était un mec qui prenait le métro et puis d'un coup, je l'avais saoulé, je sais pas pourquoi. Soit, voilà, il fallait toujours qu'il y ait un truc pas bien. Et régulièrement, il y avait quand même un truc bien aussi. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire est-ce que je garde vraiment des bons souvenirs parce que c'est tellement mélangé dans ma tête. Et surtout, je peux te dire qu'il n'y a pas un soir où je suis rentré chez moi, j'avais 3 étages à monter, je me rappelle. Et en fait, tu vois, donc quand je partais, c'était plus facile que quand je revenais. Ouais, tu vois. quand tu descends, c'est facile. Tu descends, t'as l'énergie, nanana, et puis en plus tu descends. Mais là, tu te fais 4 heures, plus le métro, la marche et machin, tout. Tu rentres chez toi, t'es vidé, et là, il faut que tu tapes 3 étages avec tout le matos. Et à chaque fois, pendant la montée, c'était toujours un truc très dur parce que j'étais au bout de ma force, quoi, tu vois. Donc les dernières marches, elles sont vachement dures. Et je me rappelle que dans la montée, je me disais, un jour, ce sera la dernière fois. Tu vois. Mais tous les jours de ma vie où j'ai fait le métro, je rentrais chez moi le soir en me disant, un jour,
ce sera la dernière fois. Tu vois. Et tu te souviens du jour où ça a été la dernière Et pas fois? du tout, c'est ça qui est fou. C'est ce qui est dingue, c'est que tu vois, en fait, ça s'est enchaîné, il y a eu les concerts, les machins, là. Je me suis arrêté de jouer dans le métro, mais par la force des choses, parce que boulot, tu vois, les concerts, moi j'ai un petit garçon depuis 3 ans, il y a plein de trucs à gérer en fait, et du coup j'ai monté une société, un label, et du coup tout ça, ça me prend un temps tellement dingue, que en fait je me suis arrêté comme ça de jouer dans le métro. Et puis, il y a pas longtemps, il y a genre 2 mois, quelqu'un qui m'a dit mais du coup t'as joué quand la dernière fois dans le métro? Impossible et genre de t'en impossible de me rappeler. Moi je pense que ça fait 4 ans, mais tu vois à peu près. Mais je me souviens pas du tout du dernier moment, je me souviens de rien en fait. C'était il y a 3 ans. C'était, écoute, ma copine était déjà enceinte. Elle était enceinte au moins de 6 mois. Le dernier souvenir réel c'est ça. C'est qu'elle est au moins enceinte de 6 mois, donc ça fait, mon petit il a 2 ans et demi là, tu vois, donc c'est à peu près ça. Et je l'emmène dans le métro, enfin je dois aller faire une session, elle veut venir avec moi, elle s'installe à côté et tout. Et puis là il y a un relou qui vient nous casser les couilles, il commence à la draguer, à me prendre la tête et tout. Et genre ça part en vrille, tu vois. Le dernier souvenir que j'ai du métro c'est ça, tu vois, c'est genre on s'embrouille avec un gars et tout, ça part en couille, elle est enceinte et tout. Et moi je me dis putain mais qu'est-ce que je fous là, que c'est relou de ouf. Voilà, je me souviens de ça, tu vois. Mais je sais pas si je suis allé jouer après. Je sais que j'ai repris ma carte régulièrement, tu vois. Je vais chercher parce que c'est tous les 6 mois, faut que tu aies une carte, faut que tu repasses une audition tous les 6 mois et tout. Donc je suis allé repasser les auditions pour avoir la carte. Donc là, je sais plus si dans la dernière que j'allais, elle est plus valable. Je crois que je peux même plus y retourner là si jamais je veux y aller avec ma carte. Hey! Dès la fin de cet épisode, je vous invite à découvrir les autres productions d'YB Voice avec les émissions Aller au stade, Un moment convivial, Anime Radio et la série documentaire Être une femme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YB Voice et suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Ce que je te propose, Vanupier, c'est qu'on va faire un bond en avant. Ouais. Et on va parler d'une date. Je sais qu'elle est chère pour toi, cette date. C'est le 13 octobre 2018. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Non, je me souviens plus, c'était quoi? L'Élysée-Montmartre. Ah, c'était l'Élysée-Montmartre le 13 octobre, ok. Ouais. Ouais, alors franchement, moi, les dates, les endroits et tout, j'ai vraiment du mal à tout remettre en place. Mais si tu me dis, oui, je me souviens de la date, forcément, c'était super. Hein. C'était une de tes premières grosses dates? Ça faisait déjà 2-3 ans que je faisais pas mal de concerts un peu partout en France. Paris, c'est un peu spécial. C'est pas un endroit où j'aime beaucoup jouer. Moi, je suis parisien, mais à part dans le métro, j'ai vraiment fait des sessions super et des gros concerts géniaux. Paris, c'est toujours compliqué avec les salles parce que il y a une politique qui est complètement différente de ailleurs, de toutes les autres villes de province. En fait, les tarifs des salles sont super chers. Moi, j'ai toujours produit les dates que je faisais sur Paris. Donc, c'est moi qui paye quasiment la totalité de la salle. Je fais ma com. Faut payer tout le monde. Il y a un service de sécurité. Il y a je sais pas quoi. Il y a plein de trucs à payer que tu payes jamais quand tu fais des dates ailleurs. On te demande de payer même la table de merch. C'est-à-dire la table sur laquelle tu vas vendre tes disques à la fin. Il faut payer ça. Donc, soit tu as une location pour cet endroit-là, soit ils te prennent un pourcentage de ce que tu vends à la fin du concert alors que tu as déjà payé la location de la salle. Enfin, c'est un truc de ouf. Et puis chaque minute que tu as pris en trop, tu vas la payer. Si tu as prévu de finir ta soirée à minuit et qu'à minuit et demi il y a encore du monde dedans, tu vas payer les minutes. Ils vont te faire payer 1 000 € l'heure, tu vois. Ouais, c'est complètement ouf. Donc en fait, tu vois, tu finis le concert, t'as même pas le temps de passer un peu de temps avec les gens parce qu'il faut dégager de la salle, sinon ça va te coûter 1000 balles toutes les heures, tu vois. Donc c'est vraiment... tu peux pas te garer avec le camion, c'est le bordel, faut aller vite, tout le monde est hyper speed, faut terminer la soirée vite. Donc un truc gros comme l'Élysée-Montmartre, c'est une galère pas possible à organiser. Vraiment, tu vois, on passe, 3 mois sur une date comme ça, alors que sur d'autres dates, on va passer une semaine et tout va bien se passer. Là, on passe 3 mois et puis il y a plein de galères et tu vois, faut tout gérer jusqu'à la dernière minute. Moi, c'est plutôt, c'est un très bon moment parce que la salle, elle est pleine et tout, mais c'est pas les meilleurs concerts que je fais, tu vois.
il y a plein de concerts que j'ai préférés à celui-là pour plein de raisons, quoi, tu vois, juste parce que je suis plus libre, plus tranquille, qu'on a le temps, que t'es mieux reçu. Il y a vraiment tout ce truc-là, quoi, qui est vachement important pour moi. Donc moi, je fais une date tous les 2 ans à Paris et puis c'est tout, tu vois. Je fais pas plus que ça parce que c'est 3 mois de boulot. Tu t'épanouis plus en province. Ouais, en fait, là où il y a un peu moins de propositions, je pense, clairement, les mecs, ça va pas être beaucoup moins. Tu vois, t'es content, ils sont contents de te recevoir, t'es bien traité, on te met bien, on s'arrange pour que tu sois super cool toute la soirée, que t'aies tout ce qu'il te faut et tout. Il y a vraiment mais c'est 99% des salles, tu vois, hors Paris. Alors qu'à Paris, on te file pas un sandwich, mon pote. Enfin, tu vois, à la fin du truc, les mecs regardent la loge. Si jamais t'as laissé 3 papiers par terre, ils te disent bon, bah, ça va te coûter tant, tu vois, parce qu'il faut du coup que je fasse le ménage. Non, c'est vraiment incroyable, tu vois. Ça n'a rien à voir avec tous les autres concerts. Donc, je crois que je dois pas être le seul, tu vois. Franchement, à mon avis, la majorité des artistes, ça doit être le cas, tu vois. Quand ils sont à Paris, c'est un peu stressant. Tu stresses 3 mois avant parce qu'il faut que ce soit plein. Tu vois. Le même soir où j'ai fait l'Élysée-Montmartre, ça faisait longtemps qu'on l'avait prévu. Et comme par hasard, ce soir-là, je sais pas, il y a eu plein de reports de concerts, de machin. On se retrouve un samedi soir, je crois, si je me souviens bien. Ou un jeudi soir, non. C'était un jeudi. Un jeudi soir, donc c'est une grosse soirée à Paris, jeudi soir. C'est là que les gens commencent à sortir. T'avais Booba qui faisait la une à la Arena. On se retrouve avec, mais pas que Booba. Il y avait Booba, il y avait à côté au Trianon, il y avait je sais plus trop quoi, un truc énorme aussi. Il y avait Generation à la Maroc. Il y avait et donc le même soir, je crois qu'il y avait 6 ou 7 concerts qui étaient à peu près pas dans mon style, mais au moins, tu vois que les gens qui m'écoutent étaient potentiellement capables d'écouter, tu vois. Et du coup, et c'était pas du tout prévu en fait. Au moment où on a pris la date, il y avait pas d'autres trucs, tu vois. Et d'un coup, les choses s'enchaînent et puis tout le monde se retrouve le même soir à faire un truc. Et du coup, il y a plein de gens qui m'envoyaient des messages. Ils disaient ah putain, je viendrais bien, mais il y a Booba là, ou j'avais dit que j'allais voir Generation et je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, t'es là, ah putain, fais chier, tu vois. Donc jusqu'au dernier moment, c'est le stress pour savoir si tu vas remplir, si tu vas pas te retrouver trop en galère dessous à la fin, parce que tu vois, vu que c'est toi qui produis, ça veut dire que si tu remplis pas, à la fin tu te retrouves vraiment en négatif. Donc tout ça, c'est un vrai gros stress pour le moment et tout. Franchement, pour moi, c'était cool, je suis content et tout, mais j'ai des meilleurs souvenirs sur scène parce que y a pas tout ce truc relou autour, tu vois, du concert, quoi. On va en parler tout de suite. On a une connaissance en commun, ouais. en commun. C'est ton guitariste, ouais. Nordine, qui est aussi le guitariste de Sinsemilia. Nordine, lui, te suit sur toutes tes tournées. Maintenant. Ouais, depuis. En fait, on s'est mis d'accord parce qu'il jouait avec Sinsé avant. Et donc, il m'a dit, moi, je pourrais être là à chaque fois, sauf s'il y a un concert de Sinsé qui est prévu. Et donc, les seuls moments où je fais des concerts et où Nordine n'est pas là, c'est quand il y a Sinsé qui joue en même temps. Est-ce que tu peux nous parler de Nordine, parce que les auditeurs le connaissent. Il a participé à l'émission Un moment convivial, qui est sur l'épisode guitariste, que je vous invite à écouter sur Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette personne, on va dire, incroyable, toujours souriante? Ouais, il est vraiment exceptionnel. Moi, Nordine, je l'ai rencontré au début de ma carrière de musicien. J'étais pris en première partie de Sinsemilia, je sais plus dans quel endroit. C'était pas à Paris, hein, c'est une date en extérieur sur un festival et tout. Et donc je fais ma balance l'après-midi pour régler les instruments et tout. Et puis il y avait personne qui me regardait, enfin tout le monde s'en foutait de moi. Personne me connaissait à ce moment-là et tout. Et puis je me rappelle m'être dit putain, c'est pas hyper cool d'être tout seul, tu vois. Ça serait bien que j'ai un gars avec moi, un manager ou un régisseur, quelqu'un, tu vois, pour partager en fait, parce que toujours tout seul et tout, c'était un peu relou. Et je me souviens m'être dit ça ce jour-là. Et donc je suis sur scène en train de faire ma balance, je descends de scène, et au moment où je descends de scène, en bas de l'escalier, il y a un petit gars avec les cheveux frisés et tout, qui me prend dans ses bras et tout, il me dit putain, franchement mec, c'est vraiment super ce que tu fais, j'ai kiffé. Écoute, moi si t'as besoin d'un guitariste, je serai là à chaque fois que tu m'appelles, vraiment je trouve ça trop bien et tout.
Et moi, spontanément, je me suis dit, attends, le mec, il est tellement motivé qu'il doit être nul, tu vois, parce que il y avait trop, personne, tout le monde se foutait de moi à ce moment-là, donc je me disais, putain, pour qu'il s'intéresse à ce point-là, c'est que le mec, il doit pas jouer de ouf. Mais je le trouve hyper sympa, donc je lui dis, bah écoute, pourquoi pas, et tout, on verra, machin. Et puis, je vais me regarder, faire ma première partie, et puis après, je vais dans le concert pour regarder le concert de Sinsé, que j'aimais beaucoup, moi, à l'époque. Et, euh, et puis, je sais pas, les premiers morceaux, j'hallucine parce que le guitariste du groupe, c'est le même gars que j'ai croisé juste avant le concert, tu vois. Et donc je me dis, ah putain, mais alors c'est le guitariste de Sinsé. Et donc je me suis dit tout de suite, le mec est d'une humilité incroyable pour venir me voir avec cette énergie et cette, tu vois, cet enthousiasme comme ça. Ça doit être vraiment un mec super parce que en vrai, il joue exceptionnellement bien. Et moi, je suis un grand fan de la Les Paul. C'est vraiment la seule guitare que je joue. C'est la seule gratte que je joue depuis que je suis gamin. Guitare électrique, c'est forcément une Les Paul. Et du coup, moi, j'avais pas trop envie de jouer avec des guitaristes parce que souvent, je trouve qu'ils se mettent beaucoup en avant et on les entend trop quand c'est avec des chanteurs ou tu vois qu'il y a voilà, autre chose à écouter. Et j'ai jamais voulu ça, donc il n'y avait pas de guitariste dans mon groupe, tu vois, jusqu'à ce que Nordine arrive dans ma vie, et là je me suis dit, bon bah ça peut être génial d'avoir un guitariste, et en plus il a une Les Paul, donc un vrai son que j'adore et tout, tu vois, et puis ouais, et donc il m'a suivi à partir de ce moment-là jusqu'à maintenant, et c'est vrai qu'avec moi, il y a jamais quelqu'un d'autre qui joue sur scène que Nordine à la gratte, déjà pour son jeu, pour son son, et puis pour la personne exceptionnelle que c'est. Pour sa sympathie. Ouais, et puis l'énergie de ouf. Moi, je t'ai dit avant l'émission, là, il s'est tapé des Grenoble-Paris, Paris-Biarritz pour jouer une demi-heure avec moi. Il était payé 80 balles à l'époque. Il se fait 2 jours de trajet pour jouer une demi-heure et passer un moment avec nous. Et quand tu lui dis putain, mais merci, tu déchires, vraiment, c'est hyper cool d'avoir fait cet effort. Il dit, mais je fais aucun effort, mec. Je viens jouer là parce que je vous kiffe, on passe un trop bon moment et tout. Donc c'est super. Non seulement il est là, donc il te fait un boulot de ouf et ça permet vraiment de faire progresser ma musique et tout ça. Et en plus de ça, il te libère complètement du truc de le gars qui fait un effort pour toi et tout machin. Il te libère de ça très très vite en te disant mais merci, tu déchires de m'appeler, tu vois. Le mec me remercie tout le temps alors que je suis clairement hyper reconnaissant des efforts qu'il fait pour moi et tout. Et parce que c'est pas facile. Mais jamais un moment dans sa tête et dans sa vision, t'as l'impression que c'est pas facile. T'as toujours l'impression que c'est un cadeau que tu lui as fait alors que c'est lui qui a fait tous les efforts. Donc moi ça, je trouve ça incroyable et ça, comme je te dis, ça te permet toi d'être libre dans ta tête, profiter du moment à fond sans te dire ah putain mais lui je lui dois ça parce qu'il a vraiment fait un gros effort et lui je lui dois ça aussi. Et là, tu vois, ça te met tout le monde sur le même pied d'égalité. Alors que clairement Nordine est un musicien qui a un niveau de musique 1000 fois supérieur au mien et tu vois moi je suis incapable de comprendre ce qu'il fait à la gratte, tu vois. Je trouve ça magique. Pour moi c'est comme un magicien qui fait un tour de magie devant toi. Ça me fait ça à chaque fois qu'il joue. Je trouve qu'il est d'une justesse incroyable et humainement et musicalement, donc voilà, ça c'est Nordine. C'est que du coup moi comme je t'expliquais avant, je l'ai eu comme prof de guitare à la MJC de ma ville à Vorep à côté de Grenoble. Ouais. Je l'ai eu pendant 10 ans. Et là du coup j'ai arrêté la guitare depuis quelques années en prenant des cours et je me suis dit il a dû arrêter quoi, parce que du coup je le vois, il est toujours à droite à gauche et tout. Et ben non, tous les mercredis il est encore. Il donne des cours encore. Il donne des cours. Ouais, et puis il est toujours plein et puis c'est toujours la bonne joie de vivre. On a même des connaissances en commun dans la MJC qui me dit ah ouais c'est toujours souriant ce gars-là et tout ça. Quelles sont un peu les autres rencontres qui ont été un peu déterminantes, décisives et qui t'ont un peu qui t'ont permis de pouvoir vivre de la musique? Ouais, c'est vrai que c'est important les rencontres. C'est beaucoup ça qui te permet de croire en toi, quoi. Nordine, c'est un des premiers en vrai. Ouais, je pense même que c'est le premier de toute l'équipe, tu vois, qui a vraiment accroché sur mon truc et qui m'a vraiment fait croire à ça, quoi. En me disant, putain, si lui il kiffe, je pense que ça peut faire kiffer d'autres gens, quoi. Tu vois, il y avait vraiment ce truc-là. Et tout de suite après, j'ai rencontré Flox. Flox, c'est
Aujourd'hui, c'est un pilier dans ma vie, quoi. C'est vraiment c'est le pilier, en fait, tu vois, de tout ce que je fais dans la musique. C'est marrant parce que j'étais fan de sa zik sans savoir que c'était lui. C'est-à-dire que j'écoutais régulièrement ses sons, j'avais dans mes playlists et tout, mais je savais pas que c'était Flox. En fait, j'écoutais sans connaître. Et puis, un jour, moi j'essaie de faire ma musique depuis quelques années déjà. J'enregistre avec plusieurs musiciens, des ingé sons. Je suis jamais content du résultat. Et il y a un mec qui me dit je lui parle de Flox et puis il me dit ouais mais tu sais Flox il fait tout seul quoi, tout, il enregistre, il écrit, il compose, il mixe, il masterise, il fait ses vidéos, tout seul, il y a personne qui touche à ces trucs. Et du coup moi je trouvais ça fou parce que le niveau des prods qu'il avait, moi je l'aimais beaucoup pour sa qualité de producteur. Je trouvais qu'il avait un son que personne n'avait en France, que c'était monstrueux quoi. Dès que je voulais écouter du gros son je mettais du Flox. Et surtout ces basses batteries qui sont hyper importantes dans tout ce qui est soul et reggae. Et moi j'écoute quasiment que ça, donc je trouvais son travail fabuleux à ce niveau là. Et du coup je me dis c'est pas grave, j'avais déjà essayé plein de fois, tu vois, de balancer des bouteilles à la mer comme ça. Je me dis je vais lui demander s'il a pas un peu de temps à m'accorder pour m'expliquer 2-3 trucs, mais bon en me disant qu'il va jamais me répondre quoi, tu vois. Et donc à l'époque il passait en boucle sur Nova, et il était sur tous les gros concerts parisiens et tout. Moi quand j'étais dans la pub à l'époque, dans les grosses agences de pub on écoutait Flox tout le temps. C'était vraiment pour moi c'était une star quoi, vraiment. Et je lui ai écrit un petit message sur Facebook. Je crois que j'ai eu un appel peut-être 5 minutes après que j'ai envoyé le message. Je lui dis si t'as 5 minutes juste pour me donner 2-3 conseils et pour me permettre d'avancer un peu, ça serait super. J'aimerais bien savoir faire ce que tu fais quoi. Et il m'a rappelé 5 minutes après, il m'a dit passe à l'appart, j'ai mon studio, tu viens avec tes morceaux et tout. Et à partir de là, on s'est vachement bien entendu. Il m'a complètement libéré de tout ce qui était compliqué pour moi à faire dans ma musique. J'arrivais jamais à arriver jusque là où je voulais. Et donc lui, il m'a vraiment montré le chemin pour aller là où je voulais. Et puis il s'est occupé de moi vraiment quoi. Sur l'écriture, sur la composition, sur la production, sur toute la finalisation du morceau. Et donc depuis que je l'ai rencontré, c'est-à-dire en 2010, voilà, on travaille ensemble et j'ai jamais pu sortir un son tout seul sans lui depuis ce moment-là. Donc lui a été vraiment important. Et puis il y a un troisième mec qui s'appelle Jérôme Calfon qui est l'ingé son en chef de mon équipe en fait. C'est-à-dire que quand lui il peut pas se déplacer, il envoie des ingé sons, mais c'est lui qui gère le côté son en fait de tous mes lives. Et c'est le mec qui fait le son sur The Voice depuis 10 ans. Il fait que des énormes trucs. Et en fait, c'est l'ingé son de Flox, c'est un pote à Flox. Et un jour, à un concert, pareil, où je faisais la première partie de Flox, et Jérôme est venu me voir, il m'a dit écoute, c'est génial. Moi, je suis là quand tu veux, si t'as besoin de moi. Et je dis non, mais moi, j'ai pas d'argent, mec. Je peux pas te payer ce que te paye The Voice ou je sais pas quoi, tu vois. Et il me dit non, mais t'inquiète, moi, je travaille, j'ai des sous. Je fais pas ça pour les sous. Donc si jamais t'as pas d'argent, tu te débrouilles, tu me payes un resto, tu me payes un plein d'essence, tu vois, tu me trouves un truc, mais on va s'arranger, tu vois. Et depuis, il a toujours été là. Et l'ingé son, c'est hyper important pour permettre d'arriver sur scène avec un truc qu'il fait vraiment, quoi. Tu vois, la qualité de ce que tu proposes, il est vachement responsable de ça. Donc entre Flox qui fait mes sons album, Morège, donc on l'appelle Morège, il s'appelle Jérôme. Donc Jérôme Calfon qui fait mon son sur scène et Nordine qui fait mes grattes. Là, j'étais vraiment entouré de mecs que je respectais énormément, que j'admirais énormément et aussi bien musicalement que humainement. Donc du coup, ils m'ont vraiment fait passer un step, tu vois, dans la musique. Ils m'ont amené vraiment beaucoup plus haut, tous les trois là. Et puis maintenant, on se quitte plus jamais. Tu vois, je peux plus jouer avec personne d'autre. Et puis il y a une dernière personne quand j'ai sorti Rock Down. Parce que Rock Down n'a pas marché du tout au départ. Ça marchait normalement quoi. Mais au bout de 2 ans, on avait peut-être 40 000 vues sur la vidéo, tu vois. Et je rencontre un tourneur. Donc dans la musique, le tourneur, il est hyper important. C'est celui qui nous trouve les concerts. Et sans tourneur, tu peux aller nulle part. Tu peux aller nulle part, ouais. Tu peux faire des disques toi-même, tu peux te débrouiller sans label, tu peux te débrouiller sans producteur, tu peux tout ça. Mais sans tourneur, c'est hyper compliqué.
Et du coup, lui m'appelle, et moi j'en avais marre de bosser avec des gens parce que j'avais déjà bossé avec des prods et c'était que de l'arnaque et tout. Puis, il m'appelle en 2017, il me dit voilà, 2016, fin 2016. Il me dit si ça te dit, moi j'essaierais bien de te faire tourner un peu. Et puis j'ai bien aimé son approche parce qu'elle était hyper humble. Il me disait écoute, moi je sais pas si ça va prendre, mais tu vois, dans ce métier, à chaque fois qu'un mec veut bosser avec toi, il te dit je vais te faire cartonner, je vais te trouver plein de concerts, tu vas voir, tu vas marcher trop bien. Tu vois, il y a tout ce truc là. Et lui, il était pas du tout comme ça. Ouais. Et lui était pas du tout comme ça. Lui me disait écoute, on va voir, je sais pas ce que ça peut donner. C'est un peu tard pour cette année. Je pense que je vais pas trouver beaucoup de dates cette année. Ce sera peut-être l'année prochaine. Tu vois, c'était tout à tâtons C'est comme plus ça. rassurant finalement que Beaucoup quelqu'un plus, ouais. qui te dit les choses réelles, quoi, Ouais. qui vont se passer, quoi. C'est le sentiment que j'ai eu. Ouais. C'est gars, tu vas pas faire un Stade de France demain, tu vois. Donc, Ouais. Et j'ai alors qu'il trouvé y en a ça qui juste. vont te dire Bah oui. allez, je te mets sur telle date, on fait les Toi, zéniths. dans 2 ans, puis tu vas cartonner, ouais. et tout, tu vois. Et lui, pas du tout. Il me disait, moi j'adore, je vais te trouver 2-3 petits trucs. Et moi, je lui disais, c'est cool, de toute façon, je suis dans le métro tous les jours. Donc, tout ce que tu peux me trouver en plus, c'est que du bon pour moi. Donc, t'inquiète, il n'y a pas de stress et tout. Et en fait, il m'a appelé tous les jours. À partir du moment où je lui ai dit oui, il m'a appelé tous les jours pour me proposer des concerts. Mais vraiment tous les jours, quoi. C'était fou, des fois, 2-3 fois dans la journée. Il me disait, putain, j'ai encore un concert et tout. Et un jour, je sais pas, au bout de 2-3 mois qu'on bosse ensemble, il vient chez moi et il me dit pourquoi tu mets pas de sous sur ta vidéo là parce que donc sur Facebook on peut mettre un peu de sous pour faire de la pub, pour amener nos contenus vers plus de public. Et je dis parce que je joue dans le métro, j'ai pas de thunes en fait, je peux pas mettre de sous là-dessus, quoi. Et il me dit combien il te faut pour mettre des sous là-dessus, pour faire de la pub. Il me dit moi j'y connais rien, mais combien il te faut? Alors, je lui dis je sais pas, ce serait bien d'essayer 10 balles par jour, ça serait cool, tu vois, il me dit ok, donc ça fait 300 par mois, tiens, je te les file. Voilà. Tous les mois, je te les donne et puis tu mets là-dessus. Et puis on va voir, tu vois, si ça va marcher. Il me dit cette vidéo, c'est la meilleure vidéo que tu feras jamais dans ta vie. Il faut que tu te le dises. Et je lui dis t'es sérieux? Attends, c'est en plus. Comment? Il a eu du flair. Mais de ouf. Moi, je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes? On a fait ça en 2 spies dans le métro et tout. Il me dit non. Il se passe un truc là-dessus qui est exceptionnel. Il me dit moi, j'adore ce truc. Je suis sûr que tu pourras plus jamais faire un truc aussi mortel, quoi, parce que c'est vraiment c'est une espèce de concours de circonstances incroyable. Il y a une chance de ouf d'être arrivé à ça avec l'impro, le machin et tout est tu peux pas refaire un truc comme ça, tu vois. Je lui dis ok, vas-y, je suis chaud, on va mettre un peu de sous dessus. Et on a mis des sous pendant au moins 6 ou 7 mois avant que ça prenne, tu vois. Et c'est un jour, il y a un mec qui a partagé, un Argentin qui avait peut-être 3 ou 4 millions de followers, qui a partagé ça sur sa page. Et du coup, ça a fait un buzz de ouf là-bas. Et après, c'est revenu en France, ça a refait un buzz de ouf ici. Tu vois, ça a été. Mais il a fallu mettre des thunes pendant un long moment. Et s'il n'avait pas été là, j'aurais jamais pu faire ça, tu vois. Et surtout, il y avait des concerts, du coup, grâce à lui, à son travail. Il y avait plein de concerts à ce moment-là. Du coup, les gens qui allaient voir la vidéo, ils venaient au concert après. Enfin, tu vois, ça a tout mis dans un même flow là. Et du coup, c'est ça qui a fait prendre tout le truc. Donc Sam, mon tourneur, qui est aujourd'hui mon tourneur et puis le seul tourneur à qui je bosserai jusqu'à la fin de ma vie, je crois, il est encore là et il est hyper important parce qu'il est arrivé à un endroit, tu vois, c'est pareil, lui il a fait passer un cap incroyable au projet et il est arrivé pile au bon moment, il a eu le flair comme tu te dis, il a fait les bons choix, il a eu des couilles parce qu'il faut les mettre, les thunes, tu vois, pour faire ce genre de truc. Quand t'as un artiste qui joue que dans le métro et tu vois qui est pas vraiment suivi et tout, c'était balèze de sa part. Donc les 4 personnes dont j'ai parlé là, c'est vraiment les personnes professionnellement qui sont les plus importantes pour moi. On sent que t'as quand même un attachement à ton entourage musical. Ah ouais. C'est que des frères, quoi. C'est vrai, c'est vraiment que des gens. Je donnerais ma vie pour eux, mais vraiment, hein, c'est même pas une image. Autant que pour mon vrai frère ou pour mes parents, ou tu vois, c'est des gens la famille que t'as choisie, finalement. Ouais, ils m'ont tellement donné, mais je suis régulièrement bouleversé aux larmes de ce qu'ils sont capables de faire pour moi. Donc j'ai une reconnaissance infinie, et puis je peux leur donner tout ce qu'ils veulent. Tu vois, quand tu m'as appelé, tu me dis ouais. Donc Nordine m'a appelé 10 minutes avant. Ouais, j'ai un pote et tout qui fait des podcasts. Est-ce que tu pourrais? J'ai dit oui. Et évidemment que j'ai dit oui tout de suite, tu vois. Et puis quand tu m'as appelé, je t'ai dit. En fait, oui, parce que Nordine, je peux rien lui refuser. Je dirais jamais non, en fait. Le mec, s'il me demande déjà, c'est qu'il a besoin d'un truc. Peu importe, en fait, tu vois. Il a fait tellement que c'est oui tout le temps.
tu vois. Donc moi je te connaissais pas, mais si c'est pour Nordine, c'est oui, automatique, tu vois. Et je suis pas le seul du tout sur Terre à avoir ce genre de feeling avec lui, tu vois. Et à lui devoir beaucoup. Donc non, c'est que des gens... si je les aime autant, c'est vraiment parce que c'est des gens géniaux qui gagnent vraiment à être connus, quoi. Avant de passer à la dernière partie de l'émission, quels sont tes projets à venir sur la fin 2021 et l'année 2022 ? Je sais qu'il y a du lourd qui arrive. Ouais, plein de trucs, quoi. Ça c'est sûr. Alors déjà, moi j'ai monté un label donc en 2018 qui s'appelle Shoestring Records. Et l'idée c'était donc il s'appelle Shoestring Records parce qu'il y a une phrase de John Coltrane qui dit You can play a shoestring if you're sincere. A shoestring c'est un lacet, un shoestring. Et donc il dit You can play a shoestring if you're sincere, ça veut dire tu peux même jouer avec un lacet du moment que tu es sincère. Tu vois, et en fait tu vois, quand tu prends un lacet et que tu le tends, ça fait une corde et tu peux faire du son avec, ça fait tout comme ça, tu vois. Même si tu joues avec juste un lacet et que tu fais ça, eh ben ça fera de la musique si t'es sincère. Et du coup, je trouve que c'est vraiment moi, c'est le truc qui me lead dans la musique, tu vois, vraiment ça. Avec que dalle, si tu mets de l'énergie et que tu te mets en état de musicalité, tu peux faire de la musique avec une seule corde sur ta guitare, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai monté ce label pour faire des vraies choses et pour me produire surtout moi, tu vois, il y a quelques années. Et puis très vite, j'ai rencontré une chanteuse qui s'appelle Melo, s'écrit M-E-Y-L-O, et j'ai adoré sa voix, une voix très grave, très solide. Elle était en première partie à l'Élysée-Montmartre. Et c'est elle qui était en première partie à l'Élysée-Montmartre. Et donc je lui ai proposé de lui faire des sons, j'ai commencé à lui faire des sons. Puis ensuite j'ai rencontré un deuxième artiste sur une première partie en Nouvelle-Calédonie. Je faisais un concert à Nouméa. Et puis lui il est venu faire la première partie et j'ai halluciné. Il s'appelle Jason Mist. Et je lui ai proposé tout de suite de lui faire son disque. Donc là en fait cette année, donc j'ai fini le truc de Mélo l'année dernière. On l'a sorti il y a 2 ans. Voilà, l'EP de Mélo. Cette année là ça fait 2 ans qu'on travaille sur Jason, sur son album. Et on va sortir donc... autour de mai, au printemps 2022, on va sortir son album, il est quasiment fini. Et pour moi, personnellement, j'ai écrit un livre pour enfants que j'ai fait avec une illustratrice qui s'appelle Maud Chalmel, qui est vraiment super. Et donc moi, j'écris les textes, il y a Maud qui dessine. J'ai fait faire la musique par un musicien que j'adore, donc on a écrit tous les deux. C'est un guitariste de jazz manouche qui s'appelle Romain Constant. Et donc on a écrit toute la musique de la version audio du livre, tous les deux. Et c'est Thomas Dutronc qui raconte l'histoire sur la musique de Romain Constant, sur la version audio. Donc on sort ça, là j'ai eu l'éditeur tout à l'heure, c'est un peu en retard, ça devait sortir le 16 novembre, et finalement ça sort le 25. Donc le 25 novembre ce sera dans toutes les librairies, et puis commandable sur internet. J'ai écrit un roman aussi, qui parle d'une garde à vue. Et du principe de l'enfermement en fait, principalement. Je suis pas pour ce truc là. Je trouve ça très, très mal d'enfermer qui que ce soit d'ailleurs, des animaux, des gens. Je trouve ça pas bien. Je pense qu'on peut faire différemment. Et du coup j'ai créé un roman qui raconte une histoire de garde à vue qui sort en janvier. Ça s'appelle Jave. Et j'ai mon disque, moi mon 3e album donc, sur lequel je suis là encore en train de bosser pas mal, et qui sera fini fin d'année, qui risque de sortir pareil au printemps 2022. Mais bon, je dis printemps parce que on sait jamais vraiment, là, surtout avec le Covid, les dates qu'on repris, les tournées et tout, donc on va essayer de caler ça au bon moment. Mais a priori, c'est début d'année prochaine. Ah ben, on va suivre ça de très près. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait se lancer dans la musique, mais il sait pas comment s'y prendre pour réaliser son rêve ? En fait, je crois que c'est pas... ma réponse, elle va pas se limiter à la musique, tu vois. Parce qu'en vrai, quel que soit ton rêve, c'est la même chose. Je crois que pour y arriver, il faut faire. Je crois que le plus important, c'est de faire des trucs en rapport avec ce que tu as envie de faire dans ta vie, avec ton rêve, tu vois. Si ton rêve, c'est de tourner des films et d'être, je sais pas moi, Tarantino, par exemple, ce serait pas mal d'aller bosser pour Tarantino en tant qu'assistant, tu vois. Ou alors d'aller au moins aux États-Unis. Ou si tu peux pas aller aux États-Unis, d'aller au moins bosser pour des longs métrages ici. Donc même si tu fais les cafés sur le long métrage de Kim Chapiron, tu vois, ça vaut le coup d'aller le faire parce que tu vas rencontrer des gens dans la musique, etc., dans le cinéma, etc.
Et je crois que c'est pareil pour tous les milieux. Il faut se dire que tout ce qu'on fait doit être en rapport avec ce rêve. Tu vois, tout. Peu importe que ce soit pas exactement le rêve en question, tu vois. Le mec qui veut monter un resto, bah il faut qu'il démarre à faire la plonge. Donc fais la plonge au départ, tu rentres dans le resto que tu kiffes, et puis tu fais la plonge, et puis tu essaies de comprendre comment tout fonctionne et tout. Donc déjà, il faut comprendre. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de faire des choses. Et puis quand on fait des conneries. Et quand on fait des conneries, ben, on réfléchit, on avance, on progresse, etc. Donc c'est vraiment ça. Moi, à chaque fois, les gens qui me disent bah, je réfléchis à comment et tout, je dis arrête de réfléchir, fais des trucs en fait. Tu vas te planter de ouf, mais quel que soit le truc que tu vas décider de faire au départ, de toute façon tu vas te planter, donc c'est pas grave. Tu vois, peu importe le choix que tu as fait, fais, et puis tu vas voir au fur et à mesure, tu y arriveras. Et si tu lâches pas, c'est ce que je te disais juste avant l'émission, c'est une copine qui m'a dit ça un jour, elle m'a dit ceux qui réussissent, c'est pas les meilleurs, c'est ceux qui tiennent bon. Qui persévèrent. Ouais. Et je crois vraiment à ça, quoi, tu vois. Ça n'a rien à voir avec une histoire de niveau. Moi, j'ai passé 15 ans, 5 jours par semaine minimum dans le métro, 4 heures par jour. Devant moi, il y avait facile 4 à 5 000 personnes qui passaient. Et tous les jours, c'est des nouvelles personnes, des nouvelles personnes, des nouvelles personnes. Et je me suis attaché à chaque personne. Chaque fois qu'il y avait une personne devant moi, je me disais, il faut qu'il kiffe de ouf. Et puis un jour, lui, plus lui, ben, ça me donnera assez de matos pour sortir du métro, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, mais il n'y avait pas d'autres moyens. Enfin, tu vois, ça, en fait, avec le recul, je me rends compte que c'était obligé que ça se passe comme ça. Tant que je lâchais pas. J'aurais pu lâcher avant, mais... Et j'ai eu plein de moments où je me suis dit, putain, c'est trop dur et tout. Mais en vrai, si tu ne lâches pas, il y a forcément un moment donné où ça prend et c'est obligé, quoi. Donc, je dirais ça à quelqu'un qui a envie de faire de la musique ou n'importe quoi. Fais que des trucs en rapport avec ça, qui touchent de près ou de loin le rêve que tu veux avoir. Et fais que ça, sans arrêt. Et puis ça va marcher, c'est sûr. Petite dernière question pour l'émission. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait de Rocket Down a cappella? Ah ouais, attends, a cappella j'aime pas trop, mais je vais te faire ça avec une guitare. Attends, vite fait. Je vais prendre la gratte. Tu veux vraiment Rocket Down? Je peux te faire ça et puis un petit bout d'un nouveau titre. D'un nouveau titre, ouais. Bah ouais. Alors, on va commencer par se faire Rocket Down. Bon, et pour moi c'est le matin, il est genre 15h, mais je me suis réveillé à 2h, donc... Voilà. Face in your rocket, don't step back on. What indeed all alone. Born in our first damn own day. So many came up all alone. You had many of those days down, fighting this all alone. So many time lost in our days facing forces. Now me say jump, jump, go out our own face on. You rock a ton, step on son, no walk alone. Go out our own pray on, get up on the lawn. Don't do all alone, do all alone. Go out what I want. Go out boy, get it and boy. Ace and you rock it down. Voilà. Ça déchire, ça déchire. Et puis, donc là, je suis sur un nouvel album. L'album, il s'appelle Dreamtime. Ça veut dire un moment de rêve, parce que c'est vraiment ça que je vis depuis que je fais cette musique. Bon, alors pour l'instant, c'est encore en chantier, hein, donc voilà, mais c'est inexclu. Le morceau s'appelle Dreamtime et donc il sera sur mon nouvel album. Here to run, gear rise, things to burn, my time to be run, dream time, I'm ready up and I don't come for outrun,
My fight is still worth it, alright. Has begun on time. Gone down, ready up and down my days. Ready up and down, down days. Feeling high above clouds. Ooh, all day means you're gonna go out to play. If you wanna pace out your trail, it's guarded by the sun. By now we know we gotta sow up on the land. I know we know how we be fed up on the plant field. We all depend on the sun, feet be grand. You only coming now and bet feet be dran. You better find a way to feed up your culture. Smother your own, read off the vulture. Tied up your goals, redefine the weather. Find a way through the storm while you're bleeding on your own. Don't come out here to run, gear rise. Things to burn, my time to rerun, dream time. I'm ready up and I don't come for a journey. My fight is still worth it, alright. Has begun on time. Merci Vanupier, c'était vraiment ouf. Ouais, et gentil. franchement, Merci à toi. c'est une belle rencontre que j'ai fait aujourd'hui. Pareil. Et j'espère te voir sur une date prochainement. Avec grand plaisir. Bah, t'es à Grenoble, toi. Ouais. Le 27 novembre, je suis au Summum avec Sinsemilia. Oh. Voilà. Donc, en première Pour en partie. plus pour fêter les 30 ans de C'est Sinsé. ça. Parce qu'ils m'ont invité en fait sur leur. Bah oui, j'ai oublié de parler de ça. Ils m'ont invité sur leur album des 30 ans à faire une chanson d'un de leurs premiers albums que j'ai adoré, qui s'appelle Le Futur. Et du coup, Mike est venu me voir pour me proposer de faire la première partie au Summum avec eux et donc de faire ce morceau-là sur scène avec eux. Donc voilà, ce sera le 27 novembre. Bon, bah, faut que je vois avec Nordine s'il peut m'envoyer des invites alors. Je pense. Merci Vanupier, je te Merci dis à toi. à très vite. Et puis, c'était l'émission You Will Never Walk Alone sur YB Voice. Super, merci. Salut. YB Voice. Merci d'avoir écouté notre podcast sur YB Voice. À la réalisation sonore, Clémence Leproux.